On remercie le professeur Naon de nous avoir rejoint aujourd'hui. Il avait, c'est quasiment des rendez-vous, puisqu'il y a quelques années, on l'avait déjà sollicité. C'est vrai que c'est toujours une interrogation. On est toujours dans cette. On disait tout à l'heure de façon un peu provocante qu'il y avait encore une hétérogénéité. Je sais que c'est un de tes sujets de réflexion sur permettre à tous d'accéder dans le cancer du foie aux soins les plus pertinents et de façon homogène sur le territoire. Donc c'était aussi pour ça qu'on t'avait invité aujourd'hui. Clairement, on a vu la question de l'accès à la transplantation qui est pas égal entre les hommes et les femmes, et le risque de cancer n'est pas égal non plus de la même façon. Donc on voit bien que les gens des SOS Hépatite qui bossent sur le lobbying vont devoir se saisir de cette question-là et vont devenir revenir vers toi aussi et partager. Tu le fais déjà avec Célie, avec certains d'entre nous, mais il y a un énorme travail à faire pour permettre l'accès aux soins. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous faire le point sur l'état des lieux aujourd'hui. Merci. Merci Pascal, c'est toujours un plaisir de venir à vos journées. Effectivement, on s'est un peu rencontrés ces derniers mois avec Célie. On a fait pas mal de choses ensemble, à la fois sur le scientifique, de la communication avec des laboratoires. Et là, je suis content d'être un peu aujourd'hui avec vous pour discuter. Et j'ai choisi un angle d'attaque un peu différent. Je crois que la dernière fois que j'étais venu, ça devait être il y a 5 ans à peu près. Et là, c'était un peu l'enthousiasme des immunothérapies qui arrivait. Et puis, comme toute nouvelle molécule, ça véhicule des espoirs. Alors, effectivement, c'est une présentation. Voilà. Bon, maintenant, les molécules, on les a. C'est super. Je vais vous montrer un petit peu. Mais j'ai choisi aujourd'hui d'aborder avec vous, parce que je sais que vous êtes très impliqué sur l'accès aux soins, l'équité de l'accès aux soins, sur cette thématique, parce que je pense que pour moi, c'est le gros enjeu de ces prochaines années. Parce qu'on aura beau avoir des nouvelles molécules, des très bons. On a vu ce matin une super présentation sur la radiologie interventionnelle. On aura beau avoir des super traitements, on augmente la survie des malades de quelques semaines, quelques mois, tous les 2-3 ans, j'ai envie de dire. Mais si on veut vraiment faire en sorte que l'espérance de vie des malades qui ont un cancer du foie augmente, eh bien, il faut garantir un accès aux soins le plus précoce possible au plus grand nombre de malades. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a tout à fait les moyens de faire dans un pays comme la France, qui n'est pas si gros. Alors, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Après, on va parler un peu plus de choses académiques autour du cancer du foie, rassurez-vous. Mais avec cette diapositive, pour moi, qui a été vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué, comme je crois beaucoup d'hépatologues ces dernières années, c'était ces résultats basés sur les données du PMSI qui vous montrent que dans un pays aussi petit que la France, où on est 60 millions, je ne sais pas combien on a le kilomètre carré, regardez les différences d'accès aux traitements curateurs, c'est-à-dire aux traitements qui vont apporter une rémission aux malades, donc plusieurs années de survie, et la survie qui en découle, en fonction des territoires. Et là, on s'en doutait un petit peu, mais on n'avait pas la mesure de la magnitude de l'effet. Vous voyez que globalement, autour des grandes villes, on a un accès au traitement des cancers du foie, et la survie donc, qui en découle est bonne. Et dès qu'on sort de ces grandes villes, dès qu'on est dans les déserts médicaux, voire encore pire, dans les zones supposées, entre guillemets, impactées par des problèmes économiques et socio-économiques, je pense notamment au nord de la France, eh bien, c'est vraiment catastrophique. Et comme on va le voir, tout ça témoigne effectivement non seulement de la difficulté à avoir accès au centre expert. Hein. Les malades, encore une fois, ils ont 2 maladies. Ils ont un cancer et une cirrhose, plus le traitement de la cause. Donc, ce n'est pas tous les 100 mètres qu'on a un centre expert pour traiter un cancer du foie. Donc, il y a une espèce de flottement et des retards diagnostiques qui sont, à mon avis, insupportables et qui doivent aujourd'hui faire l'objet de toute notre attention commune entre les académiques, les décideurs et les associations de patients. Alors cette hétérogénéité, elle se reflète également dans le monde. Hein. Vous savez que le cancer du foie, c'est aussi un cancer des populations pauvres. Hein. Dans le sud, bien sûr, dans l'hémisphère sud, vous allez avoir des cancers liés aux hépatites virales. Hein. L'hépatite B, il n'y en a quasiment plus des hépatites B, entre guillemets, autochtones en France. Toutes celles que je vois, moi, en Seine-Saint-Denis, c'est des migrants africains, des migrants, les Géorgiens dont tu parlais tout à l'heure, Simona. C'est effectivement ces populations qui viennent de zones endémiques. Il y a, bien sûr, le problème également des maladies métaboliques, donc le surpoids et l'alcool, mais là aussi, on les trouve plus dans l'hémisphère nord, mais dans les populations pauvres. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais aux États-Unis, pourquoi c'est les populations hispaniques et africaines qui font plus de cancer du foie?
parce qu'ils sont touchés par l'épidémie d'obésité. Et cette épidémie, elle touche aussi les pays émergents. Aujourd'hui, c'est plus la malnutrition, sauf dans quelques endroits malheureusement, qui guette, mais vous allez dans des pays pauvres comme le Pakistan, le Sri Lanka, c'est l'épidémie d'obésité qui est en train d'exploser, de donner des cancers. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les différences entre les différentes zones du monde. Alors, pour aller vite, hein, si regardez l'Afrique, malheureusement l'Afrique subsaharienne, vous voyez, l'espérance de vie des malades, je vous rappelle que l'âge moyen du cancer du foie en Afrique, c'est l'ordre de 25 ans, puisqu'ils sont infectés à la naissance, hein, les gamins, et donc ils font un cancer du foie. Voilà la médiane de survie, donc on se met à 50%, 6 mois. Médiane de survie, tout ça de confondu. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, ils sont symptomatiques, ils ont les yeux jaunes, l'acide, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'hôpitaux dans certaines zones. C'est une catastrophe. Mais vous voyez par contre, si on compare la survie des malades subsahariens à l'Afrique du Nord, donc ça c'est l'exemple de l'Égypte, et ça je sais que vous êtes au courant pour ceux d'entre vous qui travaillent avec la NRS, etc. Il y a plein de programmes de dépistage et traitement de l'hépatite C, de dépistage du cancer du foie en Égypte, et vous voyez que tout de suite, la courbe de survie se dégale de manière substantielle. Mais là où je trouve que c'est encore plus intéressant pour nous en France, c'est, vous voyez ici, les pays d'Europe, je crois que c'est la courbe en noir ou en violet, je ne sais plus, je n'arrive pas à lire, qui est ici, vous voyez, quand on la compare avec d'autres pays qui ont le même niveau de vie, notamment je pense à Taïwan, je pense au Japon, vous voyez qu'ils font beaucoup mieux que nous. Pourtant, notre système de santé est meilleur que en termes de couverture, est meilleur que le leur. Alors bien sûr, ce n'est pas les mêmes causes de maladie du foie, etc. Mais c'est quoi la différence? Eh bien la différence fondamentale, c'est le dépistage. Vous avez une hépatite C au Japon, vous êtes traité au sein de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un médecin d'entreprise qui vous dépiste, qui vous traite, et après vous êtes dépisté au sein de l'entreprise. Et si vous loupez votre échographie semestrielle, eh bien vous êtes convoqué par votre N+1. C'est une autre culture, mais le dépistage dans certains pays d'Asie, c'est ça qui fait la différence par rapport à nous en Europe. Et là aussi, ensemble, il faut qu'on travaille là-dessus. Alors, je ne reviens pas sur ces chiffres, Simona les a évoqués. Hein, c'est un des cancers les plus fréquents dans le monde, c'est la 6e, la 4e cause d'une année sur l'autre. Et c'est aussi un des plus grands tueurs, le cancer du foie, qui témoigne effectivement de toute la difficulté à traiter ce cancer, puisqu'encore une fois, on traite deux maladies, un cancer, mais également une maladie chronique du foie évoluée. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire naturelle de nos maladies, de nos malades? Vous le savez, vous êtes en amont pour effectivement la prise en charge des causes des maladies chroniques du foie, l'hépatite C, l'hépatite B, l'alcool, le syndrome métabolique. Et après, nous, à l'hôpital, on récupère, donc, après des décennies d'évolution de ces maladies, lorsqu'elles n'ont pas été bien prises en charge, des patients qui ont des cirrhoses, qui vont certes pendant des années être parfaitement compensés, mais après qui vont non seulement développer des cancers, mais aussi l'insuffisance hépatique, l'hypertension portale, et nos patients, notamment en Europe, qui boivent de l'alcool, qui sont en surpoids, qui sont diabétiques, ils développent des comorbidités cardiovasculaires, des cancers extra-hépatiques. Bref, la prise en charge du cancer du foie, c'est pas juste ici que ça se passe, c'est bien sûr en amont quand on peut, mais quand on doit traiter les malades, il faut prendre en compte le foie et les comorbidités, et ça c'est un élément majeur qui va donc impacter la survie de nos patients. Tu les avais montré également, Simona, un chiffre à retenir en France. Donc on a dit 800 000 nouveaux cas de cancer du foie dans le monde par an. En France, c'est environ 10 000 et autant de gens qui en meurent. Et cette incidence ne fait qu'augmenter avec les années. Je suis passé un petit peu vite, mais ça c'est pour vous dire les projections épidémiologiques. On a l'impression que globalement, en fait, c'est une espèce de trépied entre le vieillissement des populations, l'augmentation des populations et les rééquilibrations des causes de cancer du foie, ça va être globalement stabilisé. On va sortir de cette augmentation qu'on a eue ces 20 dernières années, parce qu'on a donc la diminution du CHC sur hépatite virale, ça c'est effectivement la bonne nouvelle. On le voit déjà, vous voyez, ici, c'est en Asie, l'incidence, les projections d'incidence qui vont commencer à diminuer, parce que vous savez qu'il y a des grands programmes de vaccination, notamment à Taïwan, ils vaccinent à tour de bras. Nous, il y a moins de gens, hein, effectivement, qui sont infectés par l'hépatite B, mais ça commence à porter ses fruits 30 ans après, d'accord? Et puis, dans les pays où on a pu implémenter les traitements antiviraux, globalement, des malades, dont l'incidence diminue, mais qui restent quand même exposés. Et ce qui fait que, globalement, on a l'impression qu'on va limiter la casse, mais enfin, néanmoins, d'ici 15 ans, on va avoir 30% de plus de cancer du foie qu'aujourd'hui, du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation du nombre de personnes, et puis bien sûr de l'épidémiologie, enfin en tout cas même de l'épidémie des maladies métaboliques avec l'augmentation de l'obésité et du diabète. Alors, si on rentre maintenant un petit peu dans des considérations de traitement, avant de parler des parcours de soins,
voilà, la courbe c'était en 2007, aujourd'hui elle est un peu mieux, mais enfin elle n'est pas terrible, et qui vous montre effectivement que quand on prend le cancer du foie, tout stade confondu, qu'est-ce qu'on observe? Une médiane de survie qui est de l'ordre de 1 an. Aujourd'hui elle doit être à peu près à 15 mois. Donc si vous prenez les 10 000 malades qui ont un cancer du foie qui sont diagnostiqués tous les ans, eh bien globalement, la moitié d'entre eux va mourir dans l'année. C'est ça que ça veut dire, ce genre de cours. Alors comment on l'explique? Effectivement, dans un pays entre guillemets riche et entre guillemets où on a accès aux soins pour tous, eh bien c'est parce que nous, hépatologues, hépato-oncologues, lorsqu'on discute de ces malades dans nos RCP, nos réunions de concertation pluridisciplinaire toutes les semaines, eh bien dans 3 quarts des cas, dans 75% des cas, on va parler de malades qui ont des cancers évolués. Et comme on l'a vu ce matin, ce sont des malades, effectivement, on va leur faire des traitements par embolisation, mais qui ont juste pour but de limiter la casse, voire des traitements systémiques. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. Mais la survie de ces malades, c'est de quelques mois, parfois quelques années pour les bons répondeurs. D'accord? Et c'est en contraste fort avec les malades chez qui on arrive à dépister le cancer, donc des malades parfaitement asymptomatiques, qui sont inclus dans un programme de surveillance parce qu'on sait qu'ils ont une maladie chronique du foie avancée. Et puis ils sont asymptomatiques. Un jour, on leur dit: ah bah tiens, regardez une petite tumeur. Eh bien, ces malades, on les présente en RCP. On va pouvoir les opérer, on va pouvoir les ablater. Je vais vous montrer des exemples. Peut-être même les transplanter. Et ces malades, on a une survie de plus de 5 ans. Et là, on n'est pas du tout dans le même relationnel, dans le même émotionnel avec un patient chez qui il va pouvoir y avoir un projet de vie, un projet de famille, notamment pour les plus jeunes, mais même pour les plus âgés, voir les petits-enfants grandir. C'est quelque chose de très différent par rapport à la situation du haut. Effectivement, malheureusement, c'est 75% de nos patients et seulement 25% de nos patients. Et donc, je vais forcément insister, lourdement, mais parce que je sais que vous en êtes convaincus, sur l'importance du dépistage qui va pouvoir nous permettre progressivement d'inverser cette tendance et d'avoir un peu comme en Asie. En Asie, au Japon ou en Corée du Sud, ils ont exactement l'inverse. Ils ont 3 quarts de leurs malades qui sont en situation curative et seulement 1 quart en palliatif grâce au dépistage. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme élément pour prendre une décision de traitement de cancer? Juste pour vous illustrer un petit peu comment on travaille, il y a 3 éléments. Il faut savoir finalement quelle est la charge tumorale, combien de nodules, quelle est la taille, est-ce qu'il y a un envahissement vasculaire, le taux d'alpha-fétoprotéine, etc. Bref, comme dans tout cancer, plus la tumeur est grosse et les nodules nombreux, plus ça va être compliqué de traiter. Mais surtout dans le cancer du foie, la particularité que je vous martèle depuis le début, il y a 2 paramètres. Il y a le patient, parce qu'effectivement, ne serait-ce que pour la transplantation, vous savez, c'est limité à 65 ans. Si vous traitez un malade même avec une petite tumeur qui a 80 ans, la transplantation est d'emblée écartée. D'accord? Il y a effectivement le statut du patient, c'est-à-dire supporter une hépatectomie, c'est-à-dire enlever la moitié du foie. Effectivement, là aussi, si on est gros, si on est diabétique, si on est cardiopathe, etc., comment on peut imaginer optimiser la prise en charge de ces patients, effectivement, avec des préparations. Et puis surtout, il y a le foie sous-jacent. Si on a une cirrhose grave, tu parlais tout à l'heure, Simona, le MELD, le Child-Pug, vous savez, et finalement, on va se retrouver avec des malades qui ont de l'acide, qui ont un ictère. On ne peut rien leur proposer. Même s'ils ont une petite tumeur, on ne peut pas les opérer, on ne peut pas les ablater. Et malheureusement, on peut être effectivement dans le souci pour ces patients. Donc voilà globalement les 3 éléments pour une décision et qui aboutissent à ces horribles algorithmes que les docteurs utilisent ou pas d'ailleurs, mais enfin on fait ça un petit peu de tête parce qu'on fait ça toute la journée. Mais pour vous, c'est pas très amusant à regarder, donc je vais être très simple. À gauche, c'est les malades en curatif, vous voyez qu'on prend en compte l'âge, le statut, tout ce que je vous ai dit. Et à droite, c'est le palliatif, et vous retrouvez donc les différences de survie. Donc plus de 5 ans quand on est en curatif, environ 2 ans pour les traitements systémiques ou les embolisations artérielles. Mais vous voyez les malades qu'on appelle en BSC, c'est-à-dire Best Supportive Care, les malades chez qui on va faire aucun traitement parce qu'ils ont une grosse tumeur, ils sont trop fatigués, ils ont une fonction hépatique qui n'est pas bonne. La survie est de 3 mois. Ce qui vous explique que globalement, plus vous avez des malades nombreux ici, plus vous allez tirer vers le bas l'espérance de vie des malades qui ont un cancer. Et donc c'est parfaitement déprimant. Et donc le seul moyen d'augmenter le pronostic global des malades, c'est d'avoir des malades de plus en plus nombreux ici, comme on vient de le voir. Alors je vous illustre ça un petit peu pour sortir des choses théoriques. Voici l'exemple d'un malade qui a une cirrhose virale C, qui est guéri, qui a 45 ans. Et dans le cadre du dépistage, on trouve une tumeur, vous la voyez ici. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément familiers avec les imageries, je vous rappelle, le malade est allongé, donc le dos est là, vous reconnaissez la vertèbre. Les pieds sont vers vous, donc par là c'est la droite, par là c'est la gauche, d'accord? Vous voyez le foie ici, qui est sur la droite donc. Et vous voyez, donc ça c'est le foie gauche.
le siège d'une lésion ici. Et lorsque vous injectez de l'iode, l'aorte devient blanche ici, vous avez mis de l'iode, vous voyez que la tumeur devient blanche. Et ça témoigne, alors ce que vous montrez tout à l'heure, le collègue de radiologue, enfin de géoélectrique, enfin de General Electric, avec des choses très très complexes, hein. Mais nous on voit ça au scanner toute la journée, et en fait cette captation d'iode témoigne que la tumeur est hyper vasculaire. Donc c'est ça le cancer du foie, c'est plein de petits vaisseaux qui viennent irriguer une tumeur qui va donc avoir une croissance anormale. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient? Donc on voudrait l'opérer, par exemple enlever le bout du foie gauche, mais enfin s'il a une fonction hépatique limite, on ne va pas pouvoir le faire, et c'est malheureusement le cas de la plupart de nos patients. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple une ablation percutanée, où effectivement, vous voyez ici donc le malade, ça c'est le champ opératoire, donc c'est au bloc opératoire, ce ne sont pas des chirurgiens mais des radiologues interventionnels qui vont donc piquer, alors moi j'appelle ça les brochettes pour les chambrés ou les banderilles, hein, comme les toreros. Ils leur plantent comme ça des aiguilles, donc le malade n'est pas opéré. C'est ça qui est formidable. C'est que le malade, ils vont insérer donc leurs aiguilles autour de la tumeur et au centre, et ils vont délivrer de l'énergie entre chaque électrode, et donc en gros ça va chauffer, ça va brûler la tumeur. Et vous voyez que un mois après, le malade, à la place de la tumeur ici, vous voyez un gros trou noir, c'est de la nécrose, il n'y a plus de tumeur. Et le malade a été hospitalisé 3 jours. Il n'est pas opéré, il n'y a pas les complications post-opératoires. Bien sûr, il peut y avoir des complications, mais elles sont de l'ordre de moins de 5%. Donc vous voyez, c'est aujourd'hui 80%, 75 à 80% dans les cohortes françaises, les traitements curatifs en France. Et donc, c'est effectivement vos contacts de patients avec qui vous échangez, lorsqu'ils vous parlent des ablations percutanées, qu'on peut refaire quand il y a des récidives, etc., eh bien, c'est exactement de cela qu'ils vous parlent. Alors, j'ai mis une seule diapo sur les immunothérapies pour vous faire illustrer juste où on en est. Donc, comme je le disais dans l'introduction, il y a 5 ans, ça arrivait, beaucoup d'espoir. Donc, des médicaments qui boostent l'immunité pour que le malade se batte mieux contre le cancer, c'est formidable. Très peu d'effets secondaires, en tout cas sur la qualité de vie. Avant, vous savez, on avait des inhibiteurs de tyrosine kinase comme le sorafenib. Ça collait la diarrhée aux malades, ça leur faisait mal au ventre. Le syndrome main-pied, si vous avez des gens que vous connaissez qui ont reçu ces molécules, c'est vraiment pas des molécules simples d'emploi pour les patients et pas non plus pour les soignants. Alors que là, qualité de vie, les malades, ils viennent tous les 3 semaines à l'hôpital, ils ont une perfusion. Alors ils peuvent faire, comme le disait Simona, des accidents immunologiques, des hépatites auto-immunes, etc. Mais enfin, c'est 8 à 10% des patients. Donc globalement, ça se passe très très bien. Alors qu'est-ce qu'on regarde en termes de bénéfices? Bon, on a un peu de recul. C'est pas non plus, c'est pour ça que j'ai mis une révolution en guillemets. Vous voyez que quand on met des inhibiteurs de PD1, PDL1, c'est des checkpoint inhibiteurs, ça fait à peu près globalement aussi bien que le sorafenib sans les effets secondaires. Et quand on les combine avec d'autres traitements comme des anticorps anti-VEGF ou d'autres composés d'immunothérapie, ça fait mieux, c'est clair, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Et pourquoi? Parce que seulement 30% des malades répondent. Donc encore une fois, comme je crois que c'est Pascal qui disait, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est vrai pour l'accès aux soins, mais c'est aussi pour la réponse au traitement. On a des traitements, certes, qui apportent un vrai bénéfice, mais qui ne marchent que chez 30% de nos patients. Donc c'est ça que je veux que vous gardiez en tête aujourd'hui. C'est une révolution, entre guillemets, parce qu'on n'a rien qui marchait pendant 10 ans ou 15 ans. Mais c'est une révolution qu'il faut quand même mettre un petit peu un bémol, parce que je crois que si vraiment on veut améliorer les choses, c'est pas avec des traitements systémiques, avec des patients qui ont des gros cancers, qu'on va améliorer les choses. Alors comment améliorer les choses? Et c'est là qu'on rentre dans ce que je voudrais que vous gardiez comme message, c'est améliorer le dépistage. Donc on peut faire plein de choses pour améliorer le pronostic du cancer. Donc ça, vous êtes au top pour le dépistage et la mise sous traitement des hépatites virales, le repérage des malades avec les consommations. Ce matin, effectivement, on a discuté le FIB4 en médecine générale, etc. Ça, c'est formidable. Mais surtout, il va falloir que le malade soit adressé dans un centre où on va l'inscrire dans un programme de dépistage. Et c'est cette surveillance appropriée avec l'échographie tous les 6 mois. Pourquoi? Vous le savez, on l'a vu depuis tout à l'heure. Ce qu'on veut, c'est cette configuration d'un malade. Je vous montre un autre exemple d'un malade qui a ici une tumeur centro-hépatique. On lui fait une ablation percutanée, la rémission, le malade est en rémission avec une survie de plus de 5 ans, estimée, bien sûr, il peut récidiver avant. Mais par rapport à un malade qui a une grosse tumeur comme ça, chez qui on va faire un traitement qui a une chance sur 3 de marcher, et si ça ne marche pas, on va mettre des inhibiteurs de tyrosine kinase, avec une espérance de vie de 1 an ou 2, effectivement, on veut ces patients dans nos RCP de plus en plus nombreux pour pouvoir les prendre en charge de manière efficace. Comment se passe le dépistage? Vous le savez. Un malade qui a une maladie chronique du foie avancée, vous savez qu'on ne dit plus cirrhose
parce que c'est stigmatisant, donc une maladie chronique du foie avancée. Il est inclus dans un programme de dépistage, une échographie tous les 6 mois, ça c'est un message que vous devez marteler aux patients. Et lorsqu'on détecte une lésion focale à l'échographie, une procédure diagnostique avec des scanners, des IRM, qui vont être de plus en plus performantes comme on l'a vu ce matin, et qui vont aboutir, ou non en tout cas, à une décision de RCP qui est oui, c'est un carcinome hépatocellulaire, voilà le traitement qu'on peut lui proposer. On sait que le dépistage, ça marche, c'est toujours décrié, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, le dépistage, c'est pas si bien ». En général, les gens qui vous disent ça, c'est pas des docteurs, hein, c'est pas des soignants, c'est souvent des gens dans des bureaux, des économistes, parfois des épidémiologistes qui vous disent « Oh, on n'est pas sûr ». Mais enfin bon, je suis désolé, moi, le dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal et du foie qui m'intéresse, ça apporte quand même un sacré nombre de bénéfices individuels. Et vous le voyez, même à l'échelon collectif, ça c'était un essai qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années, des malades qui étaient inclus dans un programme de dépistage, 100% des malades dépistés, 2/3 qui avaient accès à un traitement curatif. Donc vous voyez, aujourd'hui, je vous dis encore aujourd'hui, 20 ans après, dans la vraie vie, on n'est qu'à 25% de traitement curatif, 96% de suivi à 1 an. Et par rapport à un registre que je vous ai montré au début, vous voyez, 20% des malades à accès à traitement curatif, 24% de curatif et 30% de survie à 1 an. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Quand les malades sont dépistés, globalement, ça se passe mieux pour eux. Alors pour terminer, je reviens sur cette égalité et équité d'accès aux soins. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est favoriser les parcours de soins, déjà entre la ville et l'hôpital. On sait, par exemple, dans cette étude que je vous ai montrée tout à l'heure, que parmi les facteurs de risque, ou en tout cas les facteurs associés à une mortalité accrue, il y a bien sûr la gravité de la cirrhose, l'âge du malade, les comorbidités, les cancers, mais ce qui ressort également, c'est la région, je vous l'ai montré tout à l'heure, et également la spécialisation du centre. Un centre qui fait moins de 25 cancers du foie par an, il fait moins bien que un centre qui en fait entre 25 et 75 ou plus de 75. On est dans les mêmes problématiques, on va dire, d'ARS, hein, c'est de l'ARS, hein, c'est comme pour les maternités, etc. C'est la proximité versus la spécialisation du centre. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui doit enclencher des réflexions à l'échelon politique. Mais pour nous, en tant que soignants et en lien avec vous, les associations, c'est la complexité, toute la complexité de notre offre en tant qu'hospitalier, en tant que centre académique, vers l'extérieur. Et vous voyez ici, on a mis l'infirmière de coordination comme le pivot central de l'articulation entre la ville et l'hôpital. Pourquoi? Parce que l'infirmière avec les docteurs, elle va pouvoir donc coordonner tous les différents acteurs hospitaliers, tous les différents médecins, anesthésistes, radiologues interventionnels, chirurgiens, transporteurs, etc., les protocoles de recherche, les soins de support, etc., avec le réseau de ville-hôpital qui va constituer ce qu'on appelle un maillage territorial et qui va varier d'un endroit à l'autre. On ne soigne pas un cancer du foie de la même façon, vu la complexité de tout ce que je vous ai dit, en Île-de-France que dans une région rurale. Et pareil au sein de l'Île-de-France, chez moi dans le 93, c'est pas pareil que dans Paris intramuros. Donc l'aspect territorial est fondamental. Et ainsi, c'est cette infirmière de coordination qui va pouvoir amener le patient pour le premier contact, puis après, tout le chemin vers la RCP, la consultation d'annonce et la mise en route du traitement. Alors pourquoi c'est hyper important? J'ai l'impression qu'il y a des diapos qui ont sauté, bon, c'est pas grave. C'est qu'on sait que en fonction de l'accès, la rapidité d'accès au traitement, la survie n'est pas la même. Quand on attend 3 ou 4 mois pour opérer un malade, eh ben, le malade, quand on l'ouvre, la tumeur a progressé et on ne peut plus l'opérer. Et donc, il faut que tous les centres mettent en place comme ça. Et vous devez effectivement, quelque part, j'ai envie de dire, si vous êtes regroupés dans différentes régions, vous assurer que dans les centres experts, il y a effectivement des parcours de soins pour assurer l'arrivée des malades vers l'hôpital. Nous, ça, c'était notre parcours de soins qu'on avait fait dans le cadre d'une campagne. Vous vous rappelez peut-être, Pascal, vous étiez, c'était il y a quelques années, il y avait SOS Hépatite, il y avait la FEF. C'était pour la détection de cancer du foie. On avait fait une conférence de presse, je me souviens, effectivement. À l'issue de cette initiative, on avait mis en place notre parcours de soins. Vous voyez, donc, c'est notre infirmière de coordination ici. Et on va de plus en plus loin. Voilà l'exemple, si vous regardez, vous échangez par mail avec moi, en bas de la mail de tous les médecins du service, il y a ce petit lien qui est le lien du site du service. Et donc la communication est fondamentale. Pourquoi? Parce que si vous cliquez là-dessus, vous ouvrez sur une page. Alors, vous nous voyez, nous, on est joli, on est beau, on est content, très bien, mais
il y a les engagements pour les patients. Et vous voyez, l'engagement, c'est moins d'1 mois de consultation pour une maladie chronique du foie et 48 heures pour une tumeur, y compris une tumeur bénigne. On en parlait tout à l'heure, j'ai vu encore avant-hier, une femme de 22 ans qui est enceinte au 3e trimestre, on lui fait l'écho, on lui dit tiens, il y a une lésion dans le foie. On ne peut pas laisser cette pauvre dame 3 mois d'avoir de consultation avec un spécialiste. C'est inhumain. Il faut qu'elle soit vue, au moins pour être rassurée, pour lui dire écoutez, ça ressemble à une tumeur bénigne, ne vous inquiétez pas, accouchez tranquillement, on se reverra après. C'est-à-dire, sinon, c'est insupportable. Donc 48 heures de délai, c'est en tout cas nous notre engagement sur notre territoire pour nos patients. Et bien sûr, on est disponible pour nos médecins et partenaires. Et donc, vous voyez, donc les patients cliquent ici, les malades cliquent ici. C'est pas les mêmes, on va dire, algorithmes après pour avoir des rendez-vous. Là, ils ont l'accès directement au téléphone de l'infirmière de coordination qui va donner rendez-vous dans les 48 heures, alors que là, le docteur va avoir accès directement à un docteur pour un avis, etc., etc. Et après, vous voyez, le site, surtout, va amener le patient vers quel protocole de recherche on a dans le service, qu'est-ce qu'on développe. L'accès à l'innovation est fondamental en termes de radiologie interventionnelle, de médicaments, d'essais thérapeutiques. Et vous voyez, par exemple, ici, là, une soirée qu'on avait animée avec les radiologues, notre infirmière de coordination, la liste des protocoles, le dernier protocole en cours, la mise en place du nouveau traitement qui était la radioembolisation, etc., etc. Donc, un patient, lorsqu'il est adressé par un médecin généraliste ou un collègue de ville, il y aller à Avicenne, cliquer sur le lien ou appeler à tel numéro, eh bien, il tombe là-dessus et il se dit eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent, ces gens-là. C'est tout de suite un petit peu rassurant. Il faut faire plus. Il faut faire plus à l'échelon national. Et on est engagé, nous, à Avicenne. On a pris le lead d'un projet national sous l'égide de l'INCa qui s'appelle l'Abrexis. C'est pour la labellisation des réseaux d'excellence. Et on essaie de voir, parce que c'est un appel d'offres qui était pour les cancers de mauvais pronostic, comment on pourrait améliorer les choses. Alors, on avait initialement déposé un projet foie, et on a des collègues qui font du cancer de l'œsophage, qui ont déposé un projet, c'était les collègues de Brest, et l'INCa nous a demandé, faites un projet commun. Bon, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on arrive à formaliser cette offre de soins, et globalement, on est en train de monter ce projet, et on devrait avoir donc pendant 3 ans des fonds pour faire de la communication, monter des projets, faire l'inventaire à l'échelon national de qu'est-ce qui existe, qui fait qu'un patient donné dans la Creuse, il saura, ou en tout cas son médecin saura l'adresser parce qu'il a un cancer du foie qui nécessite un traitement endoscopique dans une clinique qui est surspécialisée dans telle procédure endoscopique, puis après il va aller au CHU parce qu'on va le faire la biologie moléculaire sur la tumeur, etc., etc. Et donc c'est comme ça, à mon sens, qu'on va arriver à réduire l'inégalité à travers tous ces différents réseaux. Vous voyez qu'on aura donc 52 centres. Certains sont spécialisés dans le foie, d'autres pour l'œsophage, parfois les deux. Et on va donc arriver comme ça à tisser les liens entre tous ces différents territoires. Donc, plein de choses à dire en 2023 sur le cancer du foie, beaucoup de choses en épidémiologie. Ça, vous le savez bien, vous le savez mieux que tout le monde. L'hépatite B, l'hépatite C, en train de diminuer, c'est une bonne nouvelle, mais qui est rattrapée par les causes non virales. Donc, finalement, on est sur un bilan qui est à peu près similaire. Et donc, ce qui explique d'ailleurs que vous êtes de plus en plus impliqués dans les maladies non virales, malgré votre nom de SOS hépatite historique, mais que vous avez bien pris le train en marche. Vous avez pris le train en marche aussi du cancer du foie, parce que c'est l'évolution ultime qu'on veut effectivement essayer d'améliorer. Et pour ça, 2 éléments clés que je voudrais que vous reteniez et que vous diffusiez auprès des patients. 1, le dépistage. 2, les parcours de soins. Et pour ça, vous savez que vous êtes pour nous un partenaire essentiel pour l'avenir. Merci à vous. Merci Pierre. On avait, avec des collègues des SOS hépatite, on a une phrase, on disait le cancer du foie, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrête d'en avoir peur, il oui. Faut qu'on apprenne à le voir venir. Et il y a encore trop de gens qui ne veulent pas faire les échos en disant je ne veux pas savoir, quoi. Ah oui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on rabâche. Faites vos échos, faites votre surveillance. N'ayez pas peur de le voir venir, puisqu'on a les moyens efficaces de le traiter. Des questions dans la salle ou en distanciel avant qu'on aille à la pause. Ah, Thomas. Oui, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. On est plusieurs à avoir travaillé à SOS Hépatite, là, un plaidoyer sur le cancer du foie cette année. Donc merci pour tout ça, parce que ça va nous permettre de l'alimenter sur
notamment cette différenciation entre le curatif et le palliatif. Il y a un truc sur lequel on a bloqué dans ce plaidoyer, et je vois qu'on bloque encore, c'est qu'on a toujours les mêmes cartes de 2016 et qu'on n'est pas capable de documenter l'inégalité d'accès au traitement. Alors, si on n'est pas capable de le documenter depuis 2016, on ne sera pas non plus capable de documenter l'amélioration qu'on peut apporter avec des projets comme Together. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour documenter cette inégalité territoriale et la faire progresser? Par exemple, notre partenariat dans Together, puisqu'il y a toutes les associations, les sociétés savantes et les associations de patients, dont SOS Hépatite, bien sûr, on vous a contacté dès l'année dernière quand on avait fait le premier projet. Et je vous remercie pour votre soutien. On va pouvoir mettre à jour cette carte d'ici 3 ans. Parce qu'on va mettre en place tout ça et on va voir, justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir le avant et après. Alors après, le temps, il y a un temps qui est très très long pour mettre en place tout ça. Et effectivement, 2016, on est en 2023. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a finalement rien qui a été fait à l'échelon national. Alors territorial, oui, peut-être. Mais à l'échelon national, j'ai envie de dire que j'ose espérer qu'on prend mieux en charge les cancers du foie dans chaque territoire. Mais je pense que les inégalités persistent. Parce qu'il n'y a pas eu de tentative de lisser ces inégalités, de faire en sorte qu'effectivement, on arrive à mieux orienter les patients sur l'ensemble du territoire. Donc il faut pour ça, effectivement, des mesures fortes. On ne peut que regretter qu'elles ne viennent pas réellement de politiques de santé qui ont été débordées par d'autres épidémies récemment. Quand on voit... Il n'y a personne de l'ARS ici, c'est bon. Quand on voit, nous, dans les hôpitaux au moment du Covid, on n'a jamais entendu parler des ARS. Tout s'est fait entre docteurs dans des salles. On se demande finalement, ils font sûrement des choses, l'ARS, mais ils n'ont pas la même temporalité que nous, je dis nous, soignants et patients. C'est-à-dire que nous, on est dans l'urgence tout le temps. Eux, ils sont dans la planification, dans l'analyse, et ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, ça ne m'étonne pas que finalement, depuis 2016, ça ne bouge pas beaucoup. Par contre, si on arrive à montrer qu'il y a des initiatives qui sont capables de faire bouger les lignes, là, je pense qu'ils se saisiront de ces différences et ils pourront peut-être mettre en place des choses. Mais là encore, ça demande de l'argent. Pour vous donner une idée, Together, vous savez combien c'est ? C'est 300 000 euros. Mais 300 000 euros, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait avec 300 000 euros ? On va faire un site internet, on va faire des actions de com, des choses comme ça, mais en pratique, qu'est-ce qu'on va faire avec 300 000 euros ? On a même rigolé parce que quand ils nous avaient demandé de mixer le projet œsophage et foie, donc c'était normalement 2 projets de 300 000 euros, 300 000 euros, on a calculé 10 000 cancers du foie par an, sur une période de 3 ans, ça fait 30 000, et je ne sais pas, à peu près pareil, donc ça fait à peu près 60 000 malades du cancer. On a calculé que ça faisait à peu près 1 euro par patient. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec 1 euro par patient pour changer l'accès aux soins ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va pouvoir peut-être, à notre niveau, entre justement nos canaux d'information entre docteurs, patients, etc. Moi, je suis toujours très, très étonné de la façon dont les patients reviennent vers vous pour vous dire « là, je galère. Là, je suis baladé entre le médecin traitant. Si vous êtes capable de dire « mais attendez, vous habitez où ? Allez sur le site de l'INCa, la Brexit, machin chouette. Vous allez avoir un rendez-vous dans 48 heures. On va apporter quelque chose. » Et je pense que c'est finalement pas tant avec des grandes mesures politiques, mais peut-être justement en remettant peut-être de l'humain dans des choses qui sont simples, c'est-à-dire que faire en sorte qu'un malade soit vu par un docteur dans les bons timings pour pris en charge par une maladie grave. Et il y a alors un détail, un exemple concret. On parlait d'inégalité, mais sur la non-compréhension, un malade qu'on vous adresse à des grandes équipes en se disant, on pense qu'il faut se poser la question de l'opérabilité, de la transplantabilité. On a un médecin conseil qui va refuser la prise en charge en termes de transport en disant vous avez un centre de référence plus près de chez vous, mais qui n'a pas accès à la transplantation, par exemple. Et donc, du coup, c'est des inégalités où il faut batailler au quotidien contre, c'est pas les ARS, mais contre un système pour permettre le meilleur accès aux patients. Ça, c'est l'administratif versus le soin. C'est tout simplement ça. Alors, je ne critique pas l'administratif, mais et même moi, pour donner une anecdote, je fais un projet où on fait des immunothérapies avec des ablations, donc un truc hyper spécialisé où effectivement, des fois, il faut faire 200 km pour aller au centre expert. Il n'y a que quelques centres qui font ça. Et le CPP,
dans leur bonne foi. Moi, j'avais dit, il faut que le malade il ait un quart d'heure de réflexion pour... et le CPP me dit, ah non, vous ne pouvez pas mettre un quart d'heure de réflexion, il faut au moins 3 jours. Donc le malade, en gros, on lui propose l'essai. Ça veut dire qu'il repart à 200 km chez lui pour revenir 3 jours après pour signer le consentement. C'est quoi ce délire? Et en fait, je pense que la médecine est tellement complexe aujourd'hui, et puis la vie est complexe, dire faut s'occuper des enfants, des grands-parents, des machins, des bidules, on est à 200 km, qui paye l'ambulance, qui amène papy, qui amène les enfants, etc., qu'il y a encore des gens qui sont effectivement dans des carcans administratifs, réglementaires, technico-réglementaires, et qui ne voient pas effectivement que c'est à l'échelon personnel que tout se joue. Où le malade habite, dans quelles circonstances, quel environnement il est, quelle maladie il a et quel besoin il a. La transplantation, c'est un excellent exemple. Et effectivement, s'il doit être transplanté, on ne va pas attendre 6 mois qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien mettre le tampon pour qu'il puisse avoir une ambulance. C'est stupide. J'avais une question pratique. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, là on mettait le doigt sur les hépatites métaboliques depuis ce matin, est-ce que tu as l'impression que c'est aussi ce qui nous revient du terrain, que les patients qui arrivent avec des diabétiques, qui arrivent au stade de cirrhose, quand ils font leur cancer, c'est les patients qui sont en perte de chance, entre guillemets, parce ils sont pluripathologiques, contrairement aux hépatites B et C qu'on avait dans peut-être des moins mauvaises conditions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne et qui fait que ça va faire baisser les résultats qu'on peut espérer? On va dire que les malades se complexifient, parce qu'on a des traitements de mieux en mieux tolérés, et donc on traite. Là, la semaine dernière, on a fait une ablation percutanée chez une dame de 92 ans. Et donc, effectivement, oui, les résultats, l'espérance de vie, quelle espérance de vie on attend? Mais c'est toujours pareil, petite mamie, elle arrive, une tumeur de 3 cm, en parfait état, le bénéfice attendu chez cette patiente, voilà. Et par contre, effectivement, donc là où effectivement il y a encore quelques années, on disait non, trop vieux, non, trop fatigué, non, trop cardiovasculaire, non, trop ceci, trop cela. Aujourd'hui, on a de moins en moins parce qu'on a de plus en plus d'armes et on y va. Et quelque part, j'ai envie de dire, on ramène encore, on augmente la survie globale des patients. Et je pense sincèrement que par rapport à la grande époque de l'hépatite C, effectivement, ce qui change surtout, c'est non pas le profil des patients, le profil médical des patients. Je pense que ce qui change surtout, c'est nos capacités finalement à contourner des comorbidités, des choses comme ça. Et donc, quelque part, je pense que le risque, on le maîtrise de mieux en mieux. Donc, quelque part, ça se rééquilibre. Et je ne pense pas que ça va impacter. Traiter des malades plus graves, je ne pense pas que ça va impacter nos résultats. Au contraire, on va traiter de plus en plus de malades chez qui, peut-être il y a 15 ans, on n'aurait rien fait parce qu'on n'avait pas les outils. Merci. Question. Oui. Bonjour, professeur Naon. Henri Souchet, nom de GLSCare. Ce que vous avez dit sur je dirais un petit peu la perspective du médecin par rapport à la perspective du bureaucrate dont je me sens concerné, du bureaucrate de la santé. Je me sens concerné parce qu'en fait, il y a des outils pour travailler ensemble sur ces approches. Ces outils, c'est la recherche collaborative et c'est vraiment un outil extraordinaire dont on a la chance de bénéficier. Pour vous, est-ce que cet outil est suffisant? Est-ce qu'on ne le met pas assez en œuvre? Pourquoi ces problèmes existent encore, en fait? C'est un petit peu ça la question. Ils existent encore parce je pense que, premièrement, on ne parle pas le même langage et c'est toujours difficile de faire parler des gens le même langage. On sait bien parler entre cliniciens et radiologues, entre cliniciens et biologistes, voilà. On n'a aucun problème pour parler avec les associations de patients parce qu'on parle avec des patients toute la journée. Avec effectivement le corps bureaucratique, c'est un peu plus compliqué, mais c'est surtout qu'on n'a pas le même angle de vision. On n'a pas le même angle de vision, et effectivement, l'exemple que tu as donné, il est parlant de lui-même. C'est-à-dire que quand on a une décision administrative qui dit non, vous ne pouvez pas avoir un remboursement de transport pour aller faire 80 km pour aller en centre de transplantation, quand on y pense, encore une fois, sans faire de politique, quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, de quel droit on lui dit ça? C'est pas acceptable. Et le problème, c'est qu'après, qui c'est qui va gérer ce problème? C'est l'infirmière de coordination. Donc l'infirmière de coordination, à qui elle va s'adresser pour gérer le problème? À une assistante sociale? Il n'y en a quasiment plus dans les hôpitaux. Au pire, si on a un interlocuteur, on va avoir quelqu'un qui va dire « c'est pas moi, c'est le bureau d'à côté. Ah, c'est pas moi. » Et en fait, il y a une chaîne de déresponsabilisation
pour qu'à la fin, on nous dise ben non, en fait, c'est pas possible parce que les textes le disent. Et c'est pareil pour la recherche. Les CPP, je vous donne l'exemple du CPP. Pourtant, le CPP, il y a des docteurs déjà. Non, on nous dit, c'était même dire, donner un délai de réflexion de moins de 15 minutes, c'est maltraitant. Voilà ce que j'ai reçu d'un mec du CPP. Et ma réflexion, je dis non, pour moi, ce qui est maltraitant, c'est d'imposer à un malade de refaire 200 km pour qu'il revienne 200 km après. S'il veut prendre 3 jours, il le dit. Mais s'il veut signer tout de suite, on va lui éviter quand même 200. Et là, je dis, ah ouais, c'est pas con, on n'avait pas vu ça comme ça. On n'a pas vu ça comme ça parce qu'on n'est pas sur le terrain. Alors moi, je serais incapable de gérer la santé à l'échelon d'un territoire, chacun son métier. Mais il y a des fois, on se dit, il faudrait presque des stages à l'hôpital pour comprendre c'est quoi le soin dans des circonstances dégradées. Pas d'infirmière, pas assez de lit, pas de machin. Nous, justement, on essaie de gérer ça. Quand en plus, il faut gérer le bon de transport qu'on nous refuse par l'assurance maladie, c'est un peu crispant. Ce que tu nous dis, c'est intéressant parce que dans le collectif interassociatif, quand nous, on se bat en disant c'est important que le patient il ait un temps de pause et de réflexion, on a l'impression de le mettre comme c'est hyper important, on veut toujours aller trop vite, etc. Et pour autant, des histoires comme celles que tu nous racontes là, ça doit aussi nous amener à dire, voilà, ce qui prime, c'est quand même l'accès aux soins. Il faut qu'on mette de l'eau aussi dans des dogmes qui étaient le malade doit avoir le temps de réfléchir avant de signer. C'est pas une assurance vie, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Ouais. Une question que je pose au nom des... Je crois qu'il y avait encore une question. Si je pouvais juste réagir un instant. Je comprends votre réponse. Je pense que dans les nouveaux outils de recherche, dans la nouvelle... Je ne l'ai peut-être pas assez souligné dans ma présentation, mais dans les approches de recherche, il y a des évolutions méthodologiques qui mettent le patient au cœur de ces questionnements et qui permettent d'avancer sur ces sujets. Mais c'est vraiment des projets collaboratifs ambitieux. Vous avez parlé de 300 000 euros. Ça demande beaucoup plus d'argent, effectivement. Donc là, on va sur les RHU, on va sur des projets très ambitieux. Mais je crois que l'outil existe et qu'il faut se rapprocher pour le mettre en œuvre. Avec plaisir. J'avais une question au nom des collègues de la Guadeloupe. C'était remonté. Le cancer du foie en Guadeloupe, quand on le causait avec Eric Saillard, il me disait que c'était extrêmement compliqué pour lui parce qu'ils n'avaient pas la chirurgie en Guadeloupe. Alors ils arrivaient maintenant à envoyer les images qui permettaient que des centres experts en métropole puissent donner des... Est-ce qu'on peut rêver un jour d'une stratégie de téléassistance de robots pour faire des thermoablations à distance ou comment le cancer du foie dans les Drom, ça reste un vrai problème d'accès aux soins? Alors moi je crois pas trop à la télé. Médecine, enfin oui pour le soin, mais pas pour le technique, je ne crois pas trop. Faut demander aux radiologues interventionnels ou aux chirurgiens, ils seront peut-être plus... Moi je crois par contre surtout beaucoup plus à la collaboration, mais même au-delà des dom-tom. On est très présent à l'ANRS par exemple, que vous connaissez bien, très présente dans l'axe sud avec l'Afrique, etc. On est en train de mettre en place par exemple des campagnes de dépistage du cancer du foie en Afrique subsaharienne, sauf que derrière, effectivement, s'il n'y a personne pour traiter les petits cancers, c'est une catastrophe. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des médecins du Soudan, de Gambie, etc., qui viennent se former en France et qui reviennent implanter la technique. Ça, ce serait quelque chose, un vrai bénéfice. Et pour les dom-tom, c'est pareil. Il faudrait qu'on ait des collègues. Alors là, on a une collègue, Moana Gélus-Simion, qui va être nommée PUPH en Martinique. Elle a un champ à développer. Évidemment, on ne va pas développer la transplantation. C'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe. La Guadeloupe, pardon. Vous fâchez pas. Guadeloupe ou Martinique? Guadeloupe, pardon. Mona, elle a un champ à développer qui est colossal. Alors bien sûr, on ne va pas mettre de la transplantation, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Je pense notamment en Ouganda. Ils ont mis des programmes de dépistage du cancer du foie et ils commencent à traiter. Et c'est formidable, parce que là-bas, le nombre de malades, c'est hallucinant. Hallucinant par rapport à nous. Et vous avez vu les courbes de survie au début que j'ai montré, 6 mois de survie en moyenne, en médiane, c'est catastrophique. Donc je ne crois pas tant à opérer les malades à distance, mais par contre, faire venir des collègues, parce qu'un plateau de radiologie interventionnelle, ce n'est pas si délirant à mettre en place, à mon sens. Il y a moins de besoin de... La transplantation, oui, c'est compliqué. La chirurgie, il y a beaucoup de complications post-opératoires. La radiologie interventionnelle, ça peut tout à fait être fait, et ça, je crois beaucoup à ça. J'aimerais vraiment voir ça se mettre en place dans les années qui viennent. Merci de ces messages d'espoir.